Bonjour à tous. Voilà, je vais vous retrouve pour un dernier épisode de la fin de la guerre de Cent Ans. Alors, je sais bien que votre professeur a repris le cours de ce cours d'histoire, mais voilà, mes frères et sœurs ont beaucoup insisté pour que je finisse la guerre de Cent Ans. Donc, je vais finir la guerre de Cent Ans parce que je vous avais abandonné dans une période pas très sympathique. Donc, on va voir que ça se termine bien. Donc au niveau de la frise chronologique, vous voyez, on va voir la période de la fin de la guerre de Cent Ans, donc on est au milieu du XVe siècle, avec la succession de Charles VI le Fou, qui sera Charles VII, dit le Victorieux, qui va régner de 1422 à 1461. Je refais pas la blague, on est encore très loin de la naissance de votre grand-père. Donc en 1428, on peut pas dire que la situation soit folichonne en France. On est plutôt au fond du trou. En 1420, je vous rappelle qu'on a signé le fameux honteux traité de Troyes, où Charles VI, enfin plus exactement, c'est plutôt sa femme Isabeau de Bavière et, Jean sans peur, hein, le duc de Bourgogne, qui ont fait signer ce traité avec le roi d'Angleterre. Ce traité indique que c'est Henri VI, donc le fils d'Henri V, qui signe le traité, le roi d'Angleterre, qui sera dorénavant le roi de France. Et ce traité sème le trouble énormément en France, vous l'imaginez bien, puisque voilà, il n'y a plus de succession. On pense que tout le monde va devenir anglais. Donc il y a un certain nombre de villes voilà, qui se soumettent à ce traité. C'est toute la zone en verte que vous voyez, hein, globalement un gros quart nord-ouest de la France. Mais voilà, il y a quand même une grande partie de la France, même si elle est beaucoup plus petite que la France qu'on connaissait, toute la partie bleue de la carte ici, qui, elle, reste fidèle quand même au dauphin qui a été écarté du pouvoir, et auquel, par ce traité, on retire ses droits sur la couronne, mais qui est quand même, euh, qui reste quand même dans le cœur de certains Français, le roi en place. Alors, Charles VI va mourir en 1422, et du coup, Charles VII va être couronné, mais pas du tout à Reims, hein, juste couronné, et il restera légitime. Il n'a pas un grand pouvoir, on l'appelle le petit roi de Bourges pour se moquer de lui, puisque voilà, il règne sur une beaucoup plus petite partie du territoire qu'auparavant. Et en Angleterre, quelques jours avant en fait Charles VI, c'est Henri V qui meurt. Donc c'est Henri VI qui lui succède, mais Henri VI n'est qu'un enfant au moment où Henri V meurt. Et donc c'est Jean de Lancastre, le duc de Bedford, qui va assurer la régence. Et c'est lui qui sera notamment le grand opposant de Jeanne d'Arc d'un point de vue militaire. Donc vous l'avez compris, on n'est pas dans une bonne posture. Tout le monde est un petit peu déprimé. La France est un peu ruinée par ses différentes défaites. La dernière, la grande défaite d'Azincourt en 1415. Voilà, et donc on manque beaucoup de confiance. Et c'est dans ce contexte que la fameuse Jeanne d'Arc va apparaître. Voilà, Jeanne d'Arc, je vous rappelle l'histoire très rapidement. Jeanne d'Arc, elle est originaire de Domrémy. Vous voyez, Domrémy ici, c'est vraiment à la frontière du royaume de France. On est même en plein territoire bourguignon ici, à l'époque de Jeanne d'Arc. Voilà, on n'est pas dans un coin très... on est presque à la limite de l'Empire germanique. Donc on est presque à l'étranger. Voilà, et donc Jeanne d'Arc va entendre des voix qui lui disent d'aller couronner le roi, de libérer Orléans, de bouter les Anglais hors de France. Et voilà, poussé par ses voix, par son grand courage aussi. Hein, faut bien, il y a beaucoup de choses un petit peu qui ont été embellies. C'est l'histoire de Jeanne d'Arc, on est à mi-chemin quelquefois entre l'histoire et la légende. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a beaucoup de choses qu'on connaît de sa vie où elle a fait preuve d'un remarquable courage et surtout d'une vraie motivation, d'une vraie ténacité dans sa mission, même quand elle a rencontré les pires difficultés, elle s'est accrochée et c'est son courage qui a permis aussi qu'elle passe à la postérité comme on la connaît maintenant. Donc, elle part de Domrémy où elle a grandi, où on pense qu'elle s'est aussi un petit peu formée. Hein, elle a quand même beaucoup monté à cheval, elle a porté l'armure. Donc ça, c'est pas des choses qui s'apprennent en un claquement de doigts. Hein, donc c'est pas surnaturel. Donc
On a souvent l'image de Jeanne d'Arc, pauvre petite bergère. C'est pas tout à fait vrai. En fait, Jeanne d'Arc, c'est la fille d'un laboureur, certes, mais un laboureur au Moyen Âge, c'est un paysan qui loue des terres pour son propre compte. Donc c'est pas un serf, c'est pas quelqu'un qui est soumis complètement à un seigneur, qui dépend complètement du seigneur pour vivre. Donc un laboureur, c'est plutôt un paysan très bien placé dans la société, etc. Et là, quand on voit la maison de Jeanne d'Arc, etc., c'est une maison avec de la pierre, donc on est plutôt dans un niveau social un petit peu élevé, et donc c'est fort possible qu'elle ait pu recevoir une belle éducation, et aussi une belle éducation chrétienne. Et voilà, ça n'enlève rien, bien sûr, à la suite, mais on peut se dire que Jeanne d'Arc a reçu aussi une certaine formation. Voilà, elle va rencontrer le roi à Blois, donc ici, à Chinon, pardon, excusez-moi, à Chinon ici, sur la Loire. Il y a un très joli château que je vous encourage à aller visiter quand vous passerez dans le coin. Elle va rencontrer le roi à Chinon et elle va réussir à le convaincre de lui confier quelques hommes pour aller à Orléans. Elle y va pas à la tête d'une armée, elle y va à la tête d'un convoi de ravitaillement. Et à Orléans, ici, elle va rencontrer Jean le bâtard d'Orléans, on y reviendra tout à l'heure, qui défend la ville à ce moment-là. Et vous savez, en 1429, le 8 mai exactement, elle va libérer Orléans des Anglais qui sont en train de l'assiéger. Et elle va remporter sa première victoire qui a un retentissement énorme dans tout le royaume. Vous vous rendez compte, on est au fond du gouffre, le roi n'est pas couronné, etc. Et Jeanne d'Arc, voilà, qui vient des confins du royaume, qui est issue d'un monde paysan, a réussi à délivrer, avec le concours bien sûr des Orléanais et d'une partie de l'armée royale qui est à Orléans à ce moment-là, réussi à libérer cette ville. C'est un retentissement dans tout le royaume et même à l'étranger. Et vraiment, elle commence, au-delà de toute son épopée, à devenir extrêmement célèbre. Et bien sûr, le roi de France et les grands du royaume de France amplifient encore cette légende, cette réputation pour faire peur aux Anglais et remotiver le royaume. Et ça fonctionne très 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 bien. Puisque après Orléans, on reviendra sur la bataille de Patay, où elle va remporter une énorme victoire, vraiment la revanche d'Azincourt. Je vais en parler juste après. Et puis petit à petit, elle va passer à Troyes et elle va arriver où elle va, par un grand coup de bluff, rien qu'avec sa réputation, presque se faire ouvrir les portes de Troyes, qui est une grande ville acquise à la cause des Bourguignons, et puis arriver à Reims, où le roi pourra être couronné le 17 juillet 1429, donc quelques mois après la victoire d'Orléans. Donc c'est une épopée formidable où voilà, une seule personne va pouvoir remonter le moral incroyable de tout ce royaume de France. À Reims, Charles VII va être couronné, même sacré. Donc voilà, ça va donner un caractère aussi religieux à ce pouvoir royal. Les deux sont vraiment très très liés au Moyen-Âge. Et à partir de ce moment-là, eh ben, on va sentir que le roi, quelque temps après, va un petit peu se détacher de l'histoire de Jeanne d'Arc. Il veut aussi montrer sa personnalité, prendre un petit peu d'importance. Et puis, on imagine que peut-être Jeanne d'Arc lui fait aussi un petit peu de l'ombre à ce moment-là. Et donc, Jeanne d'Arc va continuer ses combats. Elle va aller libérer Paris, elle va aller à Bourges, elle va aller à Gien. Elle fait vraiment, vous voyez, toute une partie de la France où elle remotive des villes entières, mais malheureusement ça marche pas toujours. À Paris notamment, les Parisiens ont un peu peur des Bourguignons notamment, et ils ont peur que les Bourguignons les envahissent, et du coup ils restent très très méfiants par rapport à Jeanne d'Arc. Et puis finalement cette triste campagne là où le roi a un petit peu lâché, elle a encore des grands compagnons, mais le roi l'a un petit peu lâché, va se terminer à Compiègne, et on reviendra tout à l'heure sur la fin de la vie de Jeanne d'Arc, qui a aussi contribué bien sûr à son histoire et à sa légende. Alors je voudrais revenir sur un événement extrêmement important qui est en 1429. Donc vous voyez, on est le 18 juin, donc c'est un autre 18 juin, juste après un autre 8 mai, le 8 mai 1429, où Jeanne d'Arc a libéré Orléans
avec Jean de Dunois, qui deviendra le comte de Dunois, on en parlera aussi. Elle a libéré Orléans, et là, elle va se diriger le long de la Loire. Hein. Donc, à Patay, on est vraiment à côté à côté d'Orléans, le long de la Loire. Et elle va rencontrer les Anglais. Alors là, là, je pense que si vous regardez la carte comme moi, vous voyez, on voit des corps d'armée, celui qui accompagne Jeanne d'Arc, le, le duc d'Alençon, et puis le connétable de Richemont, qui est un breton. On a ici l'avant-garde, et on se dit, ouh là 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 là, ça ressemble fort à nos différentes batailles qu'on a connues avant, où les Français, il faut bien se dire, eh bien, ont bien perdu et se sont fait avoir notamment par les fameux archers anglais. Je vous rappelle que c'est eux qui font le plus de mal. Voilà. Et cette fois-ci, dans cette bataille, eh ben, le cours de la bataille va changer. Pourquoi? Parce que ici, l'avant-garde va avancer très très vite à la rencontre des Anglais. Ce qui va leur permettre de trouver les archers anglais en train de se positionner et en train de se fortifier. Voilà, dans les différentes batailles, notamment celle d'Azincourt, c'est les Anglais qui s'installent, qui ont le temps de s'installer et qui attendent les Français qui les attaquent ensuite, qui les attaquent un petit peu dans le désordre, de manière désordonnée, et qui du coup se font recevoir par des salves de flèches qui déciment complètement les chevaux et qui font du coup tomber à terre les hommes, et ensuite se font littéralement ratatiner par les différentes nuées de flèches. Là, l'avant-garde de l'Aïr notamment, Étienne de Vignolles, qui a son surnom l'Aïr, qui est un grand chevalier. Là, il a l'air tout sympa sur le dessin, mais c'est vraiment un homme très courageux, un très fidèle compagnon de Jeanne d'Arc, qui a remporté beaucoup de victoires avec elle, et même après sa mort. Cette avant-garde va tomber sur les Anglais en train de s'installer. On dit que c'est un cerf qui est sorti de la forêt, et puis voir apparaître un cerf avant les batailles pour les Anglais, c'est un signe de mauvais présage, donc ils l'éloignent en criant, et du coup, l'avant-garde des Français les entendent, et leur tombe dessus alors qu'ils sont en train de s'installer. Et alors là, c'est un carnage chez les Anglais. Les fameux archers anglais, si fiers dans les autres batailles, qui ont fait complètement déjouer les Français, se font écraser par ces chevaliers qui sont pas, ils sont très peu, hein, par rapport, il y a des milliers d'archers anglais. L'avant-garde, on estime qu'ils étaient à peu près 200, mais ils font des ravages et réussissent complètement à semer le désordre. Et du coup, il suffit, après que la cavalerie lourde qui suit, là, du duc d'Alençon, se rue sur les différents, sur les autres corps des Anglais, pour que ça soit un vrai désastre chez les Anglais. Et donc, c'est la vraie revanche de la cavalerie française, la cavalerie lourde. Vous savez, depuis Bouvines, c'est l'arme de force des Français. Et ils vont complètement défaire ces Anglais qui vont prendre peur et qui vont voilà, du coup reculer. Encore une victoire, un maître qui du coup était mise au crédit de Jeanne d'Arc, qui elle, vous voyez, un petit peu en retrait, mais qui va quand même bien participer à cette bataille. C'est surtout ses compagnons qui ont mené aussi cette bataille. Et de cette bataille va naître la fameuse expression mettre la pâtée, qui vient pas du tout de la pâtée pour chien ou autre, mais de cette bataille de pâtée. Donc voilà, quand la prochaine fois que dans un jeu vous direz je t'ai mis la pâtée, vous pourrez penser à cette fameuse bataille. Voilà, malheureusement, on fait un petit bond dans l'histoire. Après cette bataille, donc le roi Charles VII est couronné, et puis Jeanne d'Arc se retrouve un petit peu plus seule dans ses campagnes. Elle a un peu de mal à continuer, voilà, l'élan qui l'avait conduit avec Charles VII jusqu'au sacre. Et Jeanne d'Arc donc se fait arrêter en 1430 à Compiègne, lors du siège de Compiègne. Elle est mise à terre de son cheval et arrêtée. Elle est arrêtée par des Bourguignons. C'est ça qui est un petit peu dramatique. C'est pas du tout les Anglais qui arrêtent Jeanne d'Arc, c'est les Bourguignons qui la vendent ensuite aux Anglais, qui, vous pensez bien, sont trop heureux de récupérer cette personne et faire voilà, de contrer un petit peu la grande légende, la grande propagande qui est faite aussi par les Français autour de Jeanne d'Arc. Et là va commencer un procès qui n'est pas un procès politique, en tout cas officiellement. Bien sûr que c'est un procès politique et historique. Et les Anglais vont confier le procès à l'évêque Cochon, voilà, qui est l'évêque de... Je vais y arriver... L'évêque de Beauvais, voilà.
et qui va instruire un procès d'inquisition, un procès qui cherche à prouver que Jeanne d'Arc était une sorcière et pas une sainte. Et bien sûr, les Anglais veulent à tout prix prouver que Jeanne d'Arc est une sorcière, parce que si c'est une sainte et qui se sont opposés, voilà, à Dieu, tout le monde est très croyant, les Anglais comme les Français à cette époque-là, et ben c'est un terrible désaveu pour eux. Donc le procès, avant même qu'il commence, est finalement bien truqué, et c'est ce qui arrive à la fin, même avec une défense héroïque de Jeanne d'Arc. Tous les souvenirs, en fait, toute l'histoire de Jeanne d'Arc telle qu'on la connaît par les historiens, vient des écrits qui ont été faits pendant ce procès. Et on voit les réponses qui sont absolument extraordinaires de Jeanne d'Arc qui se défend contre un tas de questions pièges et qui finalement va se faire brûler pour des raisons qui restent bien mystérieuses, mais je pense qu'il y a eu encore aussi beaucoup de manipulations. Et Jeanne d'Arc va être brûlée à Rouen, voilà, en 1431, un événement dramatique. Et il faut bien avoir en tête que dans l'histoire de Jeanne d'Arc, il y a beaucoup de zones d'ombre, comme je vous l'ai dit, mais ce qu'on peut pas, et il y a aussi du coup beaucoup de polémiques sur est-ce qu'elle a vraiment été brûlée, est-ce que c'est quelqu'un d'autre, est-ce que Jeanne d'Arc finalement c'est pas quelqu'un de la famille du roi, etc. On n'en sait rien et on le saura jamais. Par contre, ce qu'on sait, c'est que son parcours a été vraiment empreint de courage, avec un grand courage, une vraie volonté d'avancer. Et c'est ça qui en fait aussi une sainte et qu'on peut prier pour notre pays, pour son attachement à notre pays. Après la mort de Jeanne d'Arc, eh ben, ça ne va pas s'arrêter. Donc voilà, l'élan de Jeanne d'Arc est resté. Et grâce notamment aux compagnons de Jeanne d'Arc, vous en avez quelques-uns, vous en avez deux là sur cette diapositive. Vous avez Jean de Dunois, qui est le bâtard d'Orléans, donc qui est un fils illégitime du duc d'Orléans, donc qui était, je vous rappelais, l'allié très proche de Charles VI, Louis d'Orléans. Là, c'est un fils. Voilà, et il va faire des prouesses militaires dans tout le royaume, remporter des très grandes victoires. Voilà, vous savez que la prochaine fois qu'on vous traite de bâtard, vous pourrez vraiment vous dire qu'il y a eu aussi des bâtards qui ont fait des très très grandes choses, beaucoup plus que certains légitimes. Donc on pourrait dire merci, si je suis un bâtard comme Jean de Dunois, eh bien c'est un compliment que tu me fais. Et de l'autre côté, on a aussi Arthur III de Bretagne, le comte de Richemont, qui a participé aussi à la bataille de Patay, dont on a parlé, qui vient de Bretagne. Voilà, vous voyez, les Bretons. Après du Guesclin, on a aussi beaucoup de grands hommes de Bretagne qui vont servir la France avec beaucoup d'efficacité. Et Arthur III va devenir aussi à la fin de sa vie connétable, donc un successeur, le connétable, je vous rappelle, le chef des armées du roi de France. Et progressivement, après la mort de Jeanne d'Arc, Charles VII va s'entourer de ces capitaines. Il va renouer un petit peu avec la stratégie qui avait été mise en place par du Guesclin, des petits groupes. Là, on va parler de lances, des petites compagnies. Il va réorganiser complètement l'armée, notamment en faisant payer certaines villes pour leur défense. Chaque ville participe à l'effort de guerre, il va structurer, professionnaliser et faire appel à une nouvelle arme qui va développer énormément, qui est l'artillerie, donc les canons, et grâce à laquelle il va pouvoir remporter des grandes victoires, notamment la dernière, la bataille de Castillon. Alors cette bataille, elle a lieu en 1453, le 17 juillet. Vous voyez, on a un petit peu des dessins là. La nouveauté de l'artillerie pour les Français, notamment, qui va être mis en place par les frères Bureau, notamment, comme un bureau, c'est d'utiliser des canons sur des chariots. Vous voyez, ils sont sur des roues, alors qu'avant, soit ils étaient tenus à la main, mais vous imaginez bien que porter des grosses choses en métal comme ça, c'était très compliqué, on ne pouvait pas les tenir longtemps, soit dans beaucoup d'armées, il était fixe, donc ça servait d'arme uniquement de siège. Donc on les mettait sur des tours et puis on tirait sur les remparts pour pouvoir assiéger des cités. Là, la grande nouveauté, c'est qu'on va pouvoir l'utiliser dans des batailles de campagne. Vous voyez, et donc on va les mettre sur un chariot pour qu'ils soient mobiles, qu'on puisse les utiliser dans les campagnes. On va les protéger contre les archers par des grands panneaux de bois que vous voyez ici.
Et puis ici, la grande nouveauté aussi, tout le génie de l'artillerie française, c'est de pouvoir mettre une mire. Vous voyez qu'ici, c'est séparé, le canon, et on va pouvoir du coup régler la hauteur et pouvoir ajuster le tir sur des ennemis qui sont plus ou moins proches et plus ou moins loin. Et ça, cette artillerie-là va faire vraiment merveille, si on peut dire, lors de la bataille de Castillon, une des dernières grandes batailles, la dernière grande bataille de la guerre de 100 ans, où on va avoir voilà, un camp retranché de l'artillerie française qui, au départ, devait attaquer le château de Castillon, qui est ici. Et puis finalement, les Français vont attendre un petit peu et bien leur en prendre, puisque les Anglais qui arrivent pour défendre ce château, qui disent que c'est le seul moyen voilà, de faire reculer les Anglais. Là, on est dans le sud-ouest de la France, hein, c'est la terre qui appartient aux Anglais depuis des années. Donc il faut absolument, pour les Français, remporter une grande victoire ici, s'ils veulent récupérer ce territoire. Et donc les Anglais vont attaquer en pensant que les Français sont un petit peu repliés, hésitent à attaquer, et vont se faire littéralement voilà, retourner, liquidé par la fameuse artillerie qui est en place dans ce camp retranché. Et une fois qu'ils seront très affaiblis, les cavaliers, toujours les mêmes, la grande cavalerie lourde qui est beaucoup mieux protégée aussi à la fin de la guerre de 100 ans des archers, va pouvoir attaquer les Anglais. Et ça va être la grande défaite de la fin de la guerre de 100 ans pour les Anglais, qui va mener du coup à la victoire finale des Français, qui vont récupérer tout le territoire. Hein, c'est ce que vous avez sur cette carte ici. Vous voyez la bataille de Castillon en 1453, qui va permettre à la France de récupérer toute la Guyenne, donc l'actuelle Aquitaine, et puis à la fin aussi, quelques 2 ans plus tard, la Normandie en entier, qui s'est soulevée aussi depuis des années, hein, depuis l'épopée de Jeanne d'Arc. Vous savez qu'elle était brûlée à Rouen, mais voilà, les Normands vont se soulever contre les Anglais, voilà, notamment pour des histoires d'impôts, mais aussi pour tous les sévices qu'ils subissent. Les Anglais veulent leur faire apprendre l'anglais à tous les Normands, qui sont évidemment pas d'accord. Et on va avoir vraiment des soulèvements dans toute cette partie-là qui vont conduire finalement à ce que en 1455, 2 ans après la bataille de Castillon, la grande victoire de l'artillerie française, et ben, les Anglais vont garder uniquement Calais ici, qui elle repassera du côté français bien des années plus tard. Voilà, ça sera une autre histoire. Voilà, on est à la fin de la guerre de 100 ans. Les Français ont gagné. J'espère que vous êtes ravis de cette issue. En tout cas, moi, je le suis. J'ai été ravi de vous raconter tous ces épisodes depuis Philippe Auguste et Bouvines jusqu'à la fin de la guerre de 100 ans. On va s'arrêter là puisque vous allez reprendre les cours avec votre instit. Et ben moi je vous propose, si ça vous intéresse, vous me mettez des petits commentaires en dessous de la vidéo. Je pourrais éventuellement de temps en temps vous refaire une petite vidéo sur un épisode qui vous intéresse, de toute l'histoire de France depuis les hommes préhistoriques, allez, soyons fous, jusqu'à l'époque actuelle. Je serais ravi de vous faire une petite vidéo, si j'en ai le temps. En tout cas, j'essaierai, je vous le promets. À très bientôt, au revoir.